Bonjour à toutes et à tous et ravi de vous retrouver. Nous allons parler aujourd'hui des marchés financiers et bien sûr de votre épargne. Sur quoi faut-il investir? Qui sont justement les grands gagnants de l'été? Rappelez-vous ici même, il y a quelques mois, au début de l'été, on s'était posé la question, va-t-on assister à un été meurtrier sur les marchés boursiers? Qui seront les gagnants de l'été, que ce soit le Bitcoin, les crypto-monnaies, les marchés boursiers, les marchés obligataires ou encore l'or? Donc là maintenant, ça y est, l'été est terminé, on a la réponse, mais surtout on doit se poser la question, qu'est-ce qui va se passer demain? Et donc, je tiens à vous prévenir tout de suite, attention, attachez vos ceintures. Oui, il va y avoir une très forte volatilité, car il y a énormément de risques qui sont là. On le voit avec le géant immobilier, donc Evergrande, donc en Chine, qui a commencé à mettre le feu aux poudres. Mais évidemment, il n'y a pas que de cela, il y a également des risques inflationnistes. On va regarder, on va rentrer bien sûr dans le détail, toujours avec des graphiques explicites, réalisés sans trucage. C'est important de visualiser. Justement, bon, on visualise. Là, on a l'évolution du CAC 40, c'est la courbe rouge. La courbe bleue, c'est le Standard & Poor's 500, donc aux États-Unis. Donc on voit très bien, on se souvient, le coronavirus, l'effondrement, et puis le rebond, d'abord technique et chaotique, et ensuite la bulle est revenue, les banques centrales ont aidé, on continué la planche à billets, et c'est vrai qu'au début de l'été, on avait justement cette crainte, ce début d'été meurtrier, à cause notamment des craintes inflationnistes, et ensuite les banques centrales, encore elles, ont dit, les pompiers pyromanes, justement, nous ont dit, non, vous inquiétez pas, on est là, on va continuer la planche à billets, tout se passe bien, tout ira au mieux dans le meilleur des mondes, il n'y a pas de risque inflationniste, donc évidemment, elles n'ont pas dit la vérité, mais ça suffit pour redonner l'espoir au marché, et puis depuis quelques semaines, et a fortiori quelques jours, les marchés sont repartis à la baisse. On a bien le sentiment qu'on écrète, qu'on a atteint effectivement le sommet de la bulle. Alors attention, encore une fois, ça peut repartir à la hausse si jamais les banques centrales continuent, mais là, il y a quand même pas mal de risques qui sont là, qui sont en train de s'installer. Alors si on regarde le CAC 40 précisément, donc là on se souvient, le 17 juin justement, on était sur les 6666 points, on s'est dit qu'il y a une malédiction sur le CAC 40, ça s'était ensuite effondré en quelques mois, vous voyez, entre le 17 juin et le 19 juillet, on avait perdu 5,6%, ensuite la remontada, donc jusqu'au 13 août, 9,5%, et là, les risques inflationnistes sont revenus sur le devant de la scène, on a chuté en quelques jours, mais on va dire globalement, ça se maintenait, et puis là, de nouveau, donc le risque chinois est arrivé, avec donc cet effondrement en quelques jours, ça remonte un petit peu depuis 2 jours, mais néanmoins, on se rend bien compte qu'on est aujourd'hui sur une grande fragilité, on est sur un baril de poudre. Alors justement, même si on regarde le Nasdaq, qui est la valeur, donc l'indicateur des valeurs de croissance, alors bien sûr, depuis 2016 jusqu'à septembre 2021, on a atteint un nouveau sommet historique, 244% d'augmentation. Bon, évidemment, tout va bien, mais néanmoins, on se rend compte qu'à chaque fois qu'on atteint des nouveaux sommets, ça se calme. C'est un petit peu ce qui se passe aujourd'hui. Vous voyez, moins 4,3% en 9 séances. Donc, il y a quand même beaucoup de nervosité, beaucoup d'inquiétude. Et à juste titre. Alors, première inquiétude, évidemment, la Chine. Alors le géant chinois donc du secteur de l'immobilier, donc Evergrande, c'est vrai qu'il pose problème. On a une dette énorme, et simplement ça rappelle que pour s'endetter, il y a une condition sine qua non, ce qu'on appelle la soutenabilité de la dette. S'endetter, oui, mais si cette dette génère suffisamment de croissance, au moins pour rembourser les intérêts de la dette. Or là, on voit que cette entreprise, je dirais, assez mastodonte de la Chine, n'arrive pas à rembourser ses intérêts, ses échéances régulièrement. Elle doit faire appel à des aides. Et très surprenant, le gouvernement chinois, qui généralement a tendance à aider ces entreprises, là n'aide pas. On se souvient, en 2015 par exemple, que le gouvernement chinois avait relancé la machine, il avait puisé 1000 milliards de dollars dans les réserves de change pour relancer l'économie chinoise, sauver les banques, et donc on n'avait même pas vu la crise. On s'en souvient même pas, c'était en 2015. Et bien là pourtant, là on dirait que le gouvernement chinois a envie de faire une sorte d'exemple, un peu comme les Américains avec Lehman Brothers il y a quelques années. Est-ce que ce sera le cas? Attention, le gros problème c'est que si la croissance est là, on peut continuer, peut-être qu'on va dépecer Evergrande ou autre, le problème c'est est-ce que la croissance va rester? Et c'est là ce qui est passé presque inaperçu. Qu'est-ce qui a mis le feu aux poudres? C'est l'effondrement des indicateurs avancés de l'économie chinoise. C'est-à-dire que tant qu'il y avait 10% de croissance chinoise, tout allait bien, mais là on voit que c'est de plus en plus difficile de faire cette croissance forte. Donc là, on a la croissance chinoise, c'est la courbe bleue, donc c'est le glissement annuel du PIB chinois, hors inflation bien sûr. La courbe verte, c'est donc l'indicateur avancé, donc le Caixin des directeurs d'achat dans les services, et en rouge, c'est dans l'industrie. Donc là, on se souvient, la récession de la pandémie. Ensuite, ça a redémarré 18% de glissement annuel, et puis là, c'est en train de ralentir, même si on est toujours, vous voyez, autour des 7% de croissance en glissement annuel, ça va, mais attention, regardez les indicateurs avancés, donc les directeurs d'achat, il y a la fameuse barre à 50, les deux sont passés sous les 50, dans les services, également dans l'industrie. Alors,
comme on ne sait pas trop ce qui se passe en Chine, alors peut-être qu'il y a une nouvelle pandémie, on ne sait pas trop, mais néanmoins, ça ralentit. Donc ça veut dire que l'économie chinoise n'arrivera pas à faire une croissance de 10%, hein, elle va faire moins, et surtout durablement moins. Et ça, évidemment, ça inquiète, parce que comme les Chinois ont construit des immeubles, etc., en pensant qu'il allait avoir 10% de croissance pendant des années, si ce n'est pas le cas, évidemment, ces immeubles sont vides, et donc on ne peut pas rembourser l'endettement. C'est tout simplement le processus qu'on a eu, par exemple, sur la crise des subprimes, mais qu'on a dans toute crise immobilière. Et comme vous le savez, quand le bâtiment va, tout va, et quand le bâtiment ne va pas, et bien là aussi, rien ne va plus. C'est là également le danger. Sachant que n'oublions pas en Chine, là aussi, même si c'est une économie incroyable, les arbres ne montent pas au ciel. Je rappelle ce chiffre, hein, de 1980 à 2019, donc avant même la pandémie, on avait une augmentation de 3261% du PIB chinois, et on voit que même pendant la pandémie, ça a augmenté de 2,2%. C'était l'un des très rares pays au monde où le PIB a continué d'augmenter malgré la pandémie. Si on compare à l'Inde ou les États-Unis, évidemment, même l'Inde, vous voyez, on est autour des 1000%, ça a ralenti bien sûr avec la pandémie, mais on est quand même très très loin. La France, 99%, bon, c'est logique, on n'est pas non plus un pays émergent, donc pour l'instant du moins. Donc c'est vrai que globalement, on a cette économie chinoise qui a rattrapé le retard. Mais là aussi, les arbres ne montent pas au ciel, c'est une règle physique. Donc là, l'économie chinoise doit également être en train de ralentir, et c'est ça qui inquiète les marchés. Parce que l'économie chinoise, au-delà d'Evergrande, c'est la locomotive de la croissance mondiale. Donc si la locomotive ralentit, sachant que l'Inde également a des difficultés, les États-Unis eux aussi ralentissent, bien, le monde va évidemment ralentir. Donc qui dit ralentissement, dit moins de profit, et donc les marchés boursiers en prennent évidemment ombrage. En plus de ça, il y a une augmentation de l'inflation qui est en train de s'installer. Alors je sais qu'on nous dit à chaque fois ça, c'est fini, le plus haut a été touché, donc là on a l'inflation du mois d'août aux États-Unis, donc on est quand même, vous voyez, la courbe bleue, c'est l'inflation globale. On reste quand même sur des sommets depuis 2008, et après depuis le début des années 90. C'est vrai que hors énergie, c'est un petit peu baissé, mais c'est encore 4%, 5,3% l'inflation globale, c'est quand même beaucoup, mais surtout, on est toujours très au-delà des objectifs de la Réserve fédérale. Je rappelle que la Réserve fédérale a un objectif d'inflation de 2%, là on est largement au-dessus, hein, et donc la Réserve fédérale va devoir arrêter certainement sa planche à billets, sans parler de remonter les taux, ça sera plutôt pour 2022-2023, mais déjà, si elle arrête la planche à billets, là aussi les marchés vont en prendre ombrage, vont là aussi être particulièrement chahutés. Alors, ce qui est intéressant de voir, c'est que les indicateurs avancés de l'inflation, eux, continuent d'augmenter aux États-Unis. Là, on a les prix à la production, on est à plus de 8% en glissement annuel. Ça, c'est, vous voyez, la petite baisse qu'on a eue sur les prix à la consommation du mois d'août, mais ça pourrait revenir très rapidement à la hausse, puisque les prix des matières premières continuent d'augmenter. Il y a également énormément de pénuries de produits, de semi-conducteurs, de matières premières, etc., même de pénuries de main-d'œuvre. Donc, ça veut dire que là aussi, il y a des tendances inflationnistes qui sont bien là. Si on regarde maintenant hors énergie et produits alimentaires, et vous voyez que là, ça aussi, ça continue d'augmenter. Hein, 6,7% de glissement annuel sur les prix à la production, hors énergie et produits alimentaires, hein, c'est la courbe rouge. Donc c'est un plus haut depuis, vous voyez, janvier 1982. C'est quand même assez incroyable. Donc c'est pas une inflation temporaire, elle est bien là, elle est en train de s'installer. Donc là, ça aussi, ça peut, je dirais, nuire au marché. Alors, ce qui est nouveau, c'est que l'inflation a traversé l'Atlantique. On disait, bon, c'est uniquement les Américains, mais non, elle est aussi chez nous aujourd'hui, on le voit ici. Donc là, c'est l'Allemagne, quasiment 4% d'inflation en glissement annuel, 3,3% en Espagne. Même au niveau de la zone euro, on est monté à 3% d'inflation. La France, on est à 1,9%. Calcul INSEE, si on prend les normes Eurostat, on est à 2,4% d'inflation. Donc oui, l'inflation est bien là, y compris chez nous en France. Donc ce qui va évidemment limiter le pouvoir d'achat, donc limiter la croissance économique. Alors si vous regardez les principaux pays, on va dire, dans le monde avec l'inflation, eh bien là, vous voyez, bon, on a le Brésil à 9,7%, ensuite l'Inde, les États-Unis 5,3%, Canada, l'Allemagne 3,9%, on vient de le voir, la France, bon, parce que c'est 2,4%, il n'y a qu'un seul pays qui, bizarrement, n'a pas d'inflation, c'est la Chine, 0,8% d'inflation, certainement, évidemment, lié à des prix réglementé, donc ce qui limite un peu l'inflation, mais par contre, sur les prix à la production, alors là, ça explose partout. Vous voyez, Canada, Espagne, plus de 15%, zone euro, plus de 12%, Allemagne, là, c'est les chiffres du mois d'août qui viennent de sortir, 12% d'inflation, donc sur les prix à la production, donc encore une fois, indicateur avancé de l'inflation de demain. Même la France, vous voyez qu'on est à 8% d'inflation, les Américains, 8,3%, et la Chine, 9,5% d'inflation. Donc aujourd'hui, cette hausse des prix à la production n'est pas encore répercutée sur les prix de vente, mais ça risque
d'arriver assez rapidement. Et donc c'est ça qui va générer une inflation qui va être dangereuse, qu'on appelle la stagflation, parce qu'on a un ralentissement économique, donc quasiment une stagnation économique dans certains pays, et une inflation qui augmente. Et ça c'est très dangereux, parce que si l'inflation augmente, ça impose aux banques centrales de remonter les taux, et si elles remontent les taux, ou du moins si elles limitent leur planche à billets, ça continue, ça prolonge le ralentissement, la stagnation économique. C'est extrêmement dangereux. Voilà dans quoi nous sommes aujourd'hui, avec évidemment cette planche à billets énorme, cette dépense publique et cette dette publique qui a explosé, et ça évidemment ça peut nous coûter cher. Alors c'est ce qui fera que les marchés vont rester très volatiles, très nerveux sur l'ensemble de l'automne, voire jusqu'à la fin d'année. Alors certains vont me dire, alors il faut aller sur le Bitcoin, il faut aller sur les crypto-monnaies. Alors c'est vrai qu'on dit souvent, ah, mais vous n'en parlez que quand ça baisse. Mais non, j'en parle dès que j'ai quelque chose à dire dessus. Donc c'est vrai qu'on voit cette volatilité extrême. Alors bien sûr, si on part depuis 2017, il y a une très forte augmentation, mais ce qui compte, c'est sur la dernière période. Vous voyez, donc c'est vrai qu'on avait eu donc plus 40% en 8 jours, ensuite moins 25% en 15 jours, et puis là c'est remonté 110%, et puis voilà, avant l'été, c'est vrai que là aussi il y a eu une sorte d'été meurtrier, ça s'est effondré de 53% en 3 mois, et puis remontada, 68% de hausse en 40 jours, et de nouveau 23% de baisse en 15 jours. Donc c'est ça le problème, c'est que bien sûr, si on regarde depuis 2017, a fortiori depuis 2008-2009, hein, 2009 quand ça a été créé, c'est sûr qu'on a gagné beaucoup d'argent, mais combien en sont-ils, hein, peu importe, j'ai envie de dire, mais surtout, cette volatilité est extrêmement dangereuse, donc il faut être très très prudent, et il faut s'armer, je dirais, de patience, et surtout être constamment sur ces écrans pour pouvoir s'amuser, entre guillemets, avec le Bitcoin. Donc je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, je dis simplement qu'il faut savoir le faire, et donc ce n'est pas un placement de père de famille. Peut-être que quelques années, ça sera bien plus élevé, mais en fait, on n'en sait rien, il faut être honnête. Il n'y a pas de soubassement économique, de fondamentaux économiques, donc je ne peux pas faire des prévisions sur le Bitcoin, ne m'en veuillez pas. C'est simplement que mon métier, c'est de faire des prévisions sur les grandeurs, sur les marchés financiers, sur la base des fondamentaux économiques. Là, je n'en ai pas, si ce n'est l'offre et la demande, mais comment faire des prévisions sur l'offre et la demande? Donc ça va rester extrêmement volatile. Si vous voulez vous amuser, allez-y, hein, bien entendu, mais ça va rester extrêmement volatile. Alors, au cours de cet été également, l'évolution de l'or, c'est vrai qu'on aurait pu imaginer que ça allait redémarrer avec l'inflation. En fait, non, on s'est stabilisé autour des 1800 $ l'once, alors un peu plus, un peu moins, ça dépend des jours. Mais c'est vrai que, on n'est pas aux 2000 $ l'once, mais je pense que je continue à maintenir qu'il faut toujours garder, je dirais, une poire pour la soif et avoir toujours entre 10 à 15% de son portefeuille en or pour justement éviter les dangers, éviter les soubresauts. Dernier point, et oui, ça c'était quand même la grande inquiétude de cet été, les taux d'intérêt des obligations d'État, là c'est la France en rouge, en bleu c'est les États-Unis, ça a baissé. Parce que comme les banques centrales ont dit je vais continuer à inonder les marchés de liquidités, donc on se dit il n'y a pas de raison, mais sauf que là, regardez, ça remonte un petit peu, ça y est, on est remonté au-dessus des 0% sur taux d'intérêt à 10 ans français, et sachant qu'on a une dette publique énorme, là, le gouvernement français vient de présenter son projet de loi de finances, encore une dette publique dramatique, et le quoi qu'il en coûte, c'est maintenant qui va effectivement nous coûter cher. Donc, pour conclure, c'est bien le danger de ces prochains mois, une très forte volatilité, parce qu'il y a beaucoup de risques, encore une fois je les résume, l'inflation, le risque chinois, le risque également américain où ça ralentit, puis en Europe aussi ça va ralentir. Les élections allemandes dans quelques jours, là aussi on verra ce qui se passera après, mais c'est clair qu'il y a des risques sur la stabilité de la zone euro, puisque les Allemands et les Hollandais et d'autres encore ne veulent pas continuer, je dirais, le laxisme budgétaire, au contraire d'autres, notamment les Français. Donc là, ça risque de créer des tensions au sein de la zone euro, et des hausses de taux d'intérêt sur les obligations d'État. Et si les taux d'intérêt augmentent sur les obligations d'État, le château de cartes, effectivement, s'effondre. Donc oui, sur le long terme, sur les marchés boursiers, on sera gagnant, mais là, clairement, on va avoir une très forte volatilité. Donc encore une fois, attachez bien vos ceintures, mais on sortira par le haut de cette crise, comme de toutes les crises d'ailleurs. Il suffit simplement de bien se retrousser les manches, de faire les bons choix stratégiques, et on sortira par le haut. Merci beaucoup, bonne continuation, portez-vous bien, et à très bientôt.